Bonjour, bienvenue à tous et à toutes au webinaire Mines et Environnement organisé par l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Mon nom est Marie-Ève Lacombe, je suis agente d'information au service de recrutement et des communications à l'UQAD et c'est moi qui vais animer le webinaire aujourd'hui. Donc, avec la programmation de 2022 et 2023, l'Institut de recherche en mines et en environnement de l'UQAT souhaitait favoriser le partage des connaissances et l'accessibilité des dernières avancées dans le domaine des mines et de l'environnement au grand public. Donc, on souhaitait aborder divers enjeux liés au secteur minier, présenter de manière concrète les solutions innovantes proposées et les développements scientifiques récents, et exposer les perspectives de recherche et les projets en développement. Cette nouvelle série de conférences sera ainsi offerte par différents professeurs de l'Institut. Alors, merci de votre participation au webinaire d'aujourd'hui qui s'intitule Évaluation de la performance des polymères superabsorbants dans la gestion des résidus miniers, déshumidification, rétention de métaux, couches de faible perméabilité et remblayage minier souterrain, qui sera donné par Tycho Bellem, professeur à l'UQAT. Alors, avant d'aller plus loin, je vais vous donner quelques consignes au niveau de ce webinaire. Donc, la présentation d'aujourd'hui sera d'une durée de 40 minutes avec une période de questions de 15 minutes. Je vous invite donc à poser vos questions dans l'outil questions-réponses situé au bas de votre écran. La conférence sera enregistrée et disponible prochainement sur le site Web de l'UQAT, où vous trouverez d'ailleurs tous les webinaires Mines et Environnement. Donc, maintenant, je vous présente notre conférencier. Alors, Tycho Bellem est professeur titulaire à l'Institut de recherche en mines et environnement de l'UQAT depuis 2012. Ses expertises couvrent la densification des résidus miniers en pulpe, la modélisation analytique, physique et numérique du comportement des chantiers miniers remblayés, la formulation de recettes de mélange de remblais miniers cimentés, la prédiction des propriétés mécaniques des remblais par l'intelligence artificielle, rhéologie et transport du remblai minier, hydromécanique des remblais miniers et des composites cimentaires, dimensionnement et analyse de stabilité des barricades rocheuses, instrumentation et mesure in situ de chantiers remblayés, mécanique des roches et contrôle de terrain minier, comportement hydromécanique des remblais et modélisation numérique des massifs rocheux fracturés. Il est également auteur et co-auteur de plusieurs articles de revue et d'articles de conférences sur la géomécanique minière ainsi que sur le génie géo-environnemental. Alors, je cède maintenant la parole au professeur Bellem. Bon webinaire. Merci beaucoup, Marie-Ève, pour cette introduction sur ma personne. Donc, j'ai le plaisir aujourd'hui de présenter le webinaire à mon tour qui va porter effectivement sur la possibilité d'utiliser des polymères super absorbants dans la gestion des résidus miniers fins en particulier, notamment en ce qui concerne donc la déshumidification, en ce qui concerne l'enlèvement des métaux, et en ce qui concerne la possibilité de créer une couche de faible perméabilité, on va voir pourquoi, et pour le remblayage minier. Donc, la présentation, bien sûr, commencera par une introduction, et puis je présenterai le projet et ses objectifs de recherche. Ensuite, les principales expérimentations et les résultats obtenus. Nous ferons une synthèse sommaire de l'avancement des connaissances sur le projet et on présentera la pertinence et les retombées pour la société en général. On finira par une conclusion et des perspectives futures. Donc, en guise d'introduction, en ce qui concerne la gestion des résidus miniers, je pense que c'est connu par la plupart des gens qui assistent à ces webinaires qu'après l'usine de traitement, donc les résidus qui en sortent, qu'on appelle la pulpe, ils ont un pourcentage solide de 25%, ce qui veut dire que tout le reste, c'est plus de 75%, c'est de l'eau. Et pour pouvoir disposer de ces résidus en surface dans un parc à résidus, on devrait enlever un peu d'eau parce que sinon il y aura trop d'eau. Sinon, on sera obligé de construire des vraies digues. Et comme on ne veut pas faire ça, on réduit l'eau en utilisant des épaississeurs dits conventionnels. Et ces épaississeurs conventionnels vont amener le pourcentage solide de 25 à entre 45 et 50%. Et c'est ça qu'on dépose dans les parcs à résidus. Et c'est ce qu'on appelle la technique conventionnelle. Puis en plus, si la mine qui opère ce type d'opération, qui opère la mine est souterraine,
elle pourrait éventuellement utiliser une partie de ces résidus qui auraient dû être déposés en surface sous terre sous forme de ramelets. C'est-à-dire on va d'abord les filtrer. On va utiliser donc un équipement intermédiaire à nouveau qui va filtrer ce qu'on a déjà épaissi pour les ramener à une certaine densité, donc à un pourcentage solide supérieur à 80%. Puis on va rajouter quand même du ciment ou du liant et un peu d'eau. Bon, c'est de l'eau d'appoint, mais on est obligé d'enlever l'eau pour pouvoir en remettre parce que ça nous permet de maîtriser et contrôler ce qu'on fait pour être dans la gamme de 70 à 85% au final. Voilà un peu ce qui se fait actuellement. Mais autour de tout ça, il y a une problématique liée à ces gestions-là de dépôt des résidus en surface, à savoir le drainage minier acide que vous connaissez tous, dont le pH qui est associé à cela est de l'ordre de, un peu moins de 6 en descendant. Puis il y a aussi le drainage dit neutre et contaminé, c'est-à-dire le pH il est quand même neutral, il est supérieur à 6, mais si on regarde, il y a des métaux contaminants qui sont là-dedans. Pour le drainage minier qui est le plus populaire, on sait que ça prend 3 choses pour que la réaction se fasse. Il faut qu'il y ait un minéral sulfureux. Ici, l'exemple, c'est la pyrite. Il faut de l'oxygène, c'est le carburant de la réaction chimique. Il faut de l'eau pour un catalyseur. Puis on obtient donc de l'hydroxyde de fer et de l'acide sulfurique. Et c'est l'acide sulfurique qui fait que le pH baisse. Et donc, on peut visualiser un peu les conséquences de cette réaction chimique qu'on voit là, en termes de DMA, qu'on voit les couleurs ici, qui peuvent venir soit des parcs à résidus ou même des haldes stériles après l'exciviation. Et puis, ça, c'est l'enjeu que je viens de présenter. C'est une problématique ou un enjeu qu'on va dire relié à la chimie ou à l'hydrogéochimie. Mais il y a un autre enjeu qui est physique cette fois-ci, ou géotechnique, c'est la rupture de ces mêmes digues-là qui retiennent ces résidus dans le parc à résidus. Lorsque ces digues rompent, on voit ici un exemple, ça c'est à Maritzburg en Afrique du Sud en 1994, il y a des dégâts qui se font dans la nature et puis dans l'environnement. Ici c'est en 1998 à Los Frailes en Espagne. Ici on voit un exemple à Kolonstar, ça c'est à Ajka en Hongrie. Ici on voit un exemple au Canada, en Colombie-Britannique, Montpellier. Et puis ici, on voit Samarco, qui a été vraiment très, très catastrophique au Brésil en 2015. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça. Je me suis arrêté en 2015, mais j'ai une liste ici qui montre un peu qu'il y a en moyenne à peu près 5 ruptures de parcs à résidus à travers le monde par année. Donc en 2022, on en dénombre 6. Tanzanie, Afrique du Sud, Bolivie, Chine, Inde, Brésil. En 2021, on en dénombre 4 ruptures, Pérou, Afrique du Sud, Turquie, Angola. En 2020, on en dénombre 3, Myanmar, Mexique, Chine. En 2019, 7 ruptures, Myanmar, Brésil, 3 ruptures au Brésil, 2 ruptures au Pérou et puis une rupture en Inde. En 2018, 4 ruptures au Mexique, Australie, Pérou, Brésil. Et puis en 2017, 4 ruptures au Brésil, Libéria, Israël et Chine. Donc vous voyez que c'est une problématique réelle. Et donc vous pouvez trouver cette liste à jour sur wiseuranium.org, qui est un site qui est disponible pour tout le monde. Donc ici, là, donc ça, c'est les solutions maintenant que l'industrie minière a essayé de trouver pour pallier un peu ces problématiques-là. Dans un premier temps, il y a les eaux minières qui peuvent être traitées de 2 façons, soit passivement ou activement. Soit activement, on met des produits chimiques, passivement, on laisse la nature avec des éléments pour aider au traitement. Mais il y a aussi des techniques dites préventives pour prévenir la génération donc, du DMA, donc du drainage minier acide. Et si vous vous rappelez de l'équation qui produit ce DMA-là, ben, il faudrait qu'on puisse intervenir physiquement sur chacun des éléments ou des ingrédients de cette équation-là. Donc, d'abord, les sulfures, on peut les éliminer à la source. Donc, pour les éliminer, ben, c'est la désulfuration qu'on peut faire. Ça peut être partiel ou total. En général, c'est partiel. Puis ensuite, ça, c'est une option. Si on enlève le sulfure, mais le reste, la réaction n'aura pas lieu. Donc, si on n'est pas capable d'enlever le sulfure, on peut aussi bloquer l'oxygène d'arriver dans le parc. En ce moment-là, on va mettre ce qu'on appelle des couvertures à barrière à l'oxygène qui va empêcher l'oxygène de se dissoudre, de se diffuser jusqu'à la couche qui contient les résidus. On pourrait aussi, si on est capable, d'empêcher l'eau d'arriver. Puis en ce moment-là, on va utiliser des couvertures dites étanches ou en géosynthétique. Mais avant d'arriver à tout cela, l'industrie a quand même essayé de trouver d'autres techniques préventives pour limiter, par exemple, le risque lié à la rupture des digues. Ce que j'ai montré précédemment, c'est vraiment les risques, c'est pour prévenir les risques liés à la génération du drainage minier, donc le côté hydrogéochimique. Mais il y a le côté physico-géotechnique. Et pour cela, on s'est rendu compte que les ruptures des digues sont toujours liées à la présence de l'eau ou à la quantité d'eau
qui dépassent un peu les normes, donc soit après une grosse pluie. En tout cas, l'eau est toujours un vecteur important. Donc, ils se sont dit, l'industrie se dit, ben, on va essayer alors de diminuer la quantité d'eau encore plus avant de les déposer dans les parcs. D'où ce qu'on appelle maintenant les résidus épaissis. Bon, il y a les résidus épaissis de base, c'est pas très dense. Les pourcentages solides tournent autour de 55, donc un peu plus que dans les parcs à résidus conventionnels. Mais on peut épaissir davantage en utilisant donc d'autres types d'épaississeurs qu'on appelle à haute densité, qui nous donnent quand même des pourcentages solides qui sont compris entre 55 et 70. C'est relatif ces chiffres-là, mais ça permet de distinguer. On peut encore enlever plus d'eau pour obtenir une consistance qui ressemble à de la pâte en utilisant ce qu'on appelle des épaississeurs à cône profond. Et en dernier lieu, on peut aussi enlever quasiment presque toute l'eau en utilisant soit des filtres à vide ou bien des filtres presse qui vont comprimer le résidu pour en retirer l'eau et on en ressort ce qu'on appelle des résidus filtrés. Ça, c'est une tendance actuelle que l'industrie utilise pour pallier un peu les risques liés à la rupture des parcs à résidus. Donc, maintenant, si on regarde la situation, on résume un peu avec ce schéma-là. Donc, ce schéma montre clairement ce qu'on vient de dire, les épaississeurs conventionnels pour déposer en surface. On peut filtrer pour aller sous terre, on peut épaissir également. Donc ça, mais il y a des tendances possibles en utilisant de nouvelles technologies pour aller dans le sens donc des ruptures physiques. On peut utiliser des centrifugeuses pour enlever l'eau au maximum. On peut utiliser ce qu'on appelle des géotubes. Les géotubes sont plus utilisés pour des boues, des matériaux qui vont vraiment pas sédimenter rapidement. On peut utiliser aussi ce qu'on appelle des tamis vibrants. J'en ai pas vu beaucoup dans l'industrie ici en région, mais c'est des possibilités. On peut utiliser aussi, il y a des industries qui ont essayé de développer des polymères qui ne sont pas les polymères dont on va parler aujourd'hui, mais des polymères de type floculant qui vont qui vont séparer en fait les résidus de l'eau à l'intérieur du parc à résidus. Il y a deux compagnies qui travaillent dans ces produits-là. Il y a Ecolab et BASF. Donc, les produits s'appellent Nalco Watershed pour le Nalco et puis le Reomax ETD pour le BASF. C'est-à-dire qu'ils les rajoutent à la sortie du pipeline, du spigot au niveau du parc à résidus. Et automatiquement, il y a une réaction chimique qui se fait par floculation qui fait que les grains se regroupent et l'eau s'en va ailleurs. Et donc, ça permet aussi de... Donc, il y a aussi les fameux polymères donc super absorbants qui ont été testés dans l'industrie des sables bitumineux pour essayer d'enlever l'eau des résidus fins matures qui sont testés. Donc, on voit à peu près un peu les tendances. Donc, si on prend, il y a une vidéo à gauche qui montre un peu c'est quoi ce polymère-là. On a mis un peu de poudre dans un bécher, on a mis de l'eau, après on renverse et puis ça ne tombe pas. Donc, ça, c'est ça le polymère super absorbant. Ce sont des polyacrylates de sel. Ça peut être des sels de sodium, ça peut être des sels de potassium. Donc, dans notre cas, nous, ça va être du sodium, du Na, qui sont capables d'absorber, de retenir jusqu'à 100 à 1000 fois leur masse en eau, mais en eau distillée cette fois, et ils forment à ce moment-là un hydrogel, le fameux gel qu'on voit dans ces béchers-là. Donc, ces polymères-là, ils ont quand même des modes de fonctionnement, il y a des facteurs qui vont influencer la capacité à absorber l'eau. Donc déjà, il y a le type de polymère qui va jouer. Si c'est polymère polyacrylate ou polyacrylamide, ça va jouer un peu. Il y a la densité de leur réseau de réticulation. Imaginez qu'un polymère, si on le regarde à la loupe, c'est comme une maille de filet. Donc la taille de la maille va correspondre à la quantité d'eau qui va rentrer dans la maille. Donc selon la maille, ça va jouer sur sa capacité. Les paramètres physico-chimiques également qui peuvent jouer, notamment par exemple le pH du milieu, si le milieu est acide ou pas. On le voit ici qu'il y a une gamme là dans la zone entre pH entre 4 et 12 et 11. Ça absorbe bien, mais en deçà, un peu avant 4 et puis au-delà de 11, ça absorbe moins bien. Donc le pH, la température pourrait aussi avoir un impact sur la capacité. La présence d'ions va jouer beaucoup sur la capacité d'absorption, notamment ce qu'on appelle les cations divalents ou des cations trivalents. Ça, c'est parce que les polymères super absorbants qu'on va utiliser sont des polymères anioniques. Donc, ils ont un signe moins. Donc, si un métal qui est signe plus, ça s'attire, donc ça génère des problèmes. Il y a la granulométrie, donc la taille des grains qui joue. On voit clairement que selon que c'est fin ou grossier, c'est différent. Quand c'est fin, ça absorbe moins que c'est gros. Donc, c'est l'histoire de la maille que je vous ai dit. Donc, la grosse maille va absorber plus d'eau. Ensuite, maintenant, pour les utiliser, il y a plusieurs façons de faire. Il y a ce qu'on appelle le mode opératoire, il y a le dosage, il y a le mode d'ajout. Est-ce qu'on ajoute directement dans la matrice ou est-ce qu'on les met dans un élément tampon comme
comme on va appeler ça, un filtre par exemple, ou bien, et le temps de contact avec l'eau a un impact, la durée aussi, si on les mélange, a un impact également. Puis il y a un dernier phénomène qu'on appelle le gel blocking, qu'on peut traduire en français par le gel bloquant, qui est un phénomène qui est que si on a les polymères qui sont dans un récipient, si on diffuse l'eau par le bas, par exemple, vers le haut, à un moment donné, comme les premiers polymères commencent à absorber l'eau, à un moment donné, ils bloquent le passage de l'eau vers la partie supérieure. Et ça arrive souvent avec les polymères qui ont les particules et les grains plus fins. Donc, on va voir c'est quoi l'importance d'en parler parce qu'on va utiliser cette propriété-là plus tard. Maintenant, en termes de domaine d'application, ces polymères-là ont déjà été utilisés, comme on a montré un peu, dans la déshumidification des résidus de charbon minéral. C'est utilisé également dans le domaine des ciments, béton et mortier, pour, comme ils appellent ça, la cure interne. La cure interne, c'est le béton, souvent, il va craquer s'il cherche de l'eau et puis il ne trouve pas l'eau, donc il craque. Mais si on met des polymères qui contiennent l'eau, lorsque le béton va générer des forces de succion pour chercher l'eau, le polymère va libérer cette eau-là et l'eau va aller hydrater et le béton ne va pas craquer. Il l'utilise dans ces cas-là. Et à la déshydratation des sables bitumineux qu'on a vu, en agriculture et en horticulture, ils sont utilisés pour amender des sols, pour pouvoir réduire, donc pour la rétention d'humidité dans le sol, ça permet d'arroser moins, la réduction du taux d'infiltration et la conductivité aussi de ces sols-là. En génie civil, on l'utilise aussi dans les bétons, comme on a dit, au lieu que ce soit juste pour la cure, ça peut être aussi pour la cicatrisation des fissures. Donc, on fait des injections, puis ils sont là-dedans, puis si jamais il y a de l'eau, il se gonfle et puis il cicatrise la blessure du béton. En génie électrique, ils sont utilisés dans les gaines. À l'intérieur des gaines, là qu'on voit des fils électriques, ils sont à l'intérieur, c'est pour éviter qu'il y ait de l'humidité pour aller créer donc des courts-circuits. En géo-environnement, c'est pour des recouvrements, des revêtements de gestion et dans la gestion des effluents aussi qu'on a testé. Ce n'est pas beaucoup, mais ça a été testé une fois au moins. Puis aussi, il y a d'autres domaines d'application. Bien entendu, en fait, leur utilisation primaire, c'était pour des produits d'hygiène. Mais après, bon, il y a des gens qui l'utilisent aussi même pour des déshydratations des biosolides dans le domaine médical, par exemple. Donc, il y a quand même pas mal d'applications. Mais il se trouve que nous, pourquoi on a voulu faire ce projet-là? Parce qu'on avait vu qu'il n'existait aucune... il n'y avait pas d'études vraiment sur la déshumidification des résidus miniers en pulpe avec ces polymères-là. Et puis, on ne savait pas trop s'il fallait ajouter ça directement ou pas dans les résidus pour enlever l'eau. On ne savait pas c'est quoi la capacité de ces polymères-là à absorber l'eau minière, parce que ce qu'on a donné comme information au début, c'était l'eau distillée. Donc, c'est de l'eau quand même qui est assez pure. Donc, ce n'est pas pareil avec l'eau minière. On ne connaît pas l'impact des sels dissous, l'impact des sulfates, des eaux minières, comment ça va jouer. On ne sait pas non plus, est-ce que ces polymères, c'est quoi leur durée de stabilité? Est-ce que c'est vraiment envisageable de penser les utiliser? Est-ce qu'ils sont instables? On ne connaît pas aussi leur capacité à séquestrer ou à enlever ou à retenir des métaux lourds. Si c'est le cas, ça peut être intéressant de les utiliser pour cela. On s'est dit, mais le gel blocking, ça pourrait être intéressant de l'utiliser puisqu'il bloque le passage de l'eau à un moment donné. Pourquoi pas ne pas essayer de l'utiliser pour voir si on peut créer une couche qui va justement empêcher tout ce qu'on a dit au début pour la réaction de création du DMA, empêcher soit l'oxygène ou l'eau de passer. Puis ensuite, en dernier lieu, on s'est dit, comment on peut utiliser donc ces polymères-là? On avait dit que pour le remblai, si vous vous souvenez, on passait à l'épaississeur et on filtrait, on remettait un peu d'eau. Donc on s'est dit, au lieu de faire tout ça, est-ce qu'on ne pourrait pas prendre la pulpe directement, on rajoute des polymères, on rajoute du ciment et on distribue? C'est ça l'idée qui était derrière cette notion-là. Puis ensuite, de ce qui précède, il y a des besoins donc, pour justifier notre recherche, donc pour l'épaississement, pour l'enlèvement des métaux, pour la couche de faible perméabilité et pour le remblayage, bien entendu. Maintenant, je vais vous présenter rapidement le projet et les objectifs du projet. Donc, l'objectif principal du projet donc, est d'évaluer la performance de ces polymères-là, pour voir si ils vont être efficaces pour déshumidifier des résidus miniers, en sachant que l'eau minière n'est pas de l'eau distillée. On va voir aussi s'il y a quelques métaux qui pourraient être retenus par ces polymères-là. Est-ce qu'on va pouvoir générer une couche qui va empêcher l'oxygène et l'eau de passer? Et le remblai, est-ce que ça fonctionnerait? C'est ça qu'on voudrait voir. Donc, en vérité, on voulait proposer une alternative aux systèmes actuels en bypassant donc les épaississeurs conventionnels, en bypassant l'épaississeur haute densité, puis les systèmes de filtration. C'est ça, en fait, l'idée qui est derrière ce projet-là. Donc, visuellement, ça donne ça pour la partie juste dépôt en surface. Donc, ça, c'est la solution qu'on avait anticipée. On sort la pulpe de l'usine de traitement qui est à 25% solide. Donc, on a
deux possibilités envisagées. Une mine qui est déjà en opération, une nouvelle mine, un projet minier qui n'est pas encore créé. Si la mine est déjà en opération, on ne peut pas désinstaller ce qui est installé, ça n'a pas de sens. Donc, ce qu'on fait, on va venir coupler le polymère, l'ajout du polymère à la sortie donc de l'épaississeur. Comme l'épaississeur est seulement à 45-50, ben, on met le polymère et là, on va aller chercher un résidu épaissi qu'on va ramener dans le parc. Donc, il y a beaucoup moins d'eau qu'on enlève et donc on est dans les solutions actuelles. Ensuite de ça, si la mine est nouvelle, ben, on peut tout de suite éviter d'avoir un épaississeur et on prévoit un système avec juste le polymère qui va nous ramener dans la même situation que la mine en opération. Ça, c'est pour. Mais si on fait une vue d'ensemble avec les aspects sous terre, donc on a la pulpe donc, qui est là. Donc, ce qu'on vient de voir en image, la seule chose qui est rajoutée par rapport à l'image précédente, c'est le fameux sous terre ici, où on va, après l'épaississeur conventionnel, donc mine déjà en opération, après l'épaississeur conventionnel, on va rajouter des polymères pour obtenir notre remblai. Et puis en surface, comme on a dit, ben, on va juste utiliser pour une mine qui est nouvelle, on va juste utiliser les polymères comme élément de filtration ou de déshumidification, que ce soit pour le sous-terre ou que ce soit pour la surface. Donc, on obtient un résidu qu'on a appelé densifié. Pour ne pas préciser la gamme de densification, ça dépendra du dosage que la mine voudra. Donc, on arrive aux objectifs du projet qui sont donc déclinés en 4 sous-objectifs, dont le premier, c'est comment on va doser ces polymères-là pour obtenir ce qu'on cherche. Quels sont les paramètres qui vont influencer les capacités d'absorption, en plus de ce qu'on connaît déjà? Quelle est la stabilité chimique et physique de ces polymères-là à long terme et leur capacité à séquestrer des métaux? Puis en quatrième, c'est les propriétés rhéologiques aussi, comment ça va jouer sur l'écoulement et sur la préparation de remblai. Et puis en dernier lieu, comment on peut créer une couche de faible perméabilité. Bon, compte tenu du temps limité, ben, on va juste présenter 4 sous-objectifs. On ne va pas présenter l'objectif sur les paramètres d'influence qui sont plus ou moins connus. Puis ici, on va présenter en fait le pédigré du projet lui-même et son financement. Donc, le projet a duré de 2016 à 2019, comme vous voyez ici. Et c'est le programme en partenariat sur le développement durable du secteur minier, le 3e concours du FRQNT, Fonds de recherche Québec Nature et Technologie. On a obtenu un montant global, j'inclus tout là, de l'ordre de 440 000, dont 300 000 du FRQNT, 81 000 comme frais indirects de recherche reversés à l'université, 16 000 dollars qu'ils ont versés à un collaborateur à moi qui était au collège de Shawinigan, Jean-François Lemay, et puis 45 000 dollars qui étaient donc la contribution du partenaire privé. Donc, les partenaires industriels, c'est Mine Canadienne Malartic, Mine Agnico Eagle, et puis un partenaire qui nous fournissait donc les polymères, c'est Recyc PHP Inc. à Drummondville. Puis notre équipe est composée de moi-même et de mes collègues et collaborateurs, Mamem Bonipab, Delkabir Maksoud, Amar Yahya de l'Université de Sherbrooke, Jean-François Lemay donc du Cégep de Shawinigan. Les étudiants qui ont été formés, on a quand même pu financer la formation de 12 étudiants qu'on appelle PHQ, personnel hautement qualifié. Donc, il y a Amal Stahi qui a travaillé, puis finissait sa maîtrise, qui a été embarqué comme auxiliaire, Cyril Kabamba, qui travaille maintenant pour IAM Gold Westwood, Harlem Skandrani, qui travaille maintenant pour le CETRI, Lotier Élisée Poudama, Auguste Chakia, qui était un stagiaire de Polytechnique Montréal, Norel Ouda, qui travaille pour Canadian Malartic, Félix Abanto, qui a abandonné, Fatoumata Diallo, qui a fini, mais qui continue son doctorat, Khadija El Mabou, qui travaille pour Westwood, qui s'occupe de l'usine de Ramblay, Youssef Ayab, qui a abandonné, qui est retourné dans son pays au Maroc, Moutaz Nouzeim, qui a fini, qui a fait son postdoc avec nous et qui est avec nous encore, puis Alex Nrebego, qui travaille pour Newmont. Donc voilà pour ce qui est du projet. Maintenant, les principales expérimentations. Donc pour l'objectif spécifique numéro 1, je montre simplement ici la courbe de distribution de 6 polymères, donc pour montrer qu'ils sont vraiment différents, tous ces polymères-là. Donc on les a testés pour voir un peu le dosage. Et ce qu'on a voulu faire pour ne pas perdre trop de temps avec cette portion de l'objectif, on a juste utilisé ce qu'on peut appeler donc l'ajout indirect. Autrement dit, on met le polymère dans une poche, donc qui est un sac en géotextile, et on le trempe dans la pulpe des résidus selon les dosages. Et puis, on essaie de déterminer, après gonflement, on va le suspendre pour égoutter un peu et on va peser. Et puis, ça va nous donner un peu la quantité d'eau qui a été enlevée par le polymère. On utilise quelques relations simples pour calculer soit la quantité d'eau qui a été enlevée, soit le pourcentage solide final qui résulte de cela. Donc, en guise de résultat, disons qu'on avait notre partenaire Canadian Malartic qui avait une cible de design pour ses parcs à résidus qui devrait être de 68% solide.
Donc, on s'est dit, bon, avec nos polymères, ils n'arrivent pas à atteindre cette cible-là parce qu'ils utilisent un épaississeur conventionnel et donc la cible, ils sont à 64-65. On s'est dit, OK, on va voir, est-ce qu'on est capable de le faire? Et effectivement, on a essayé de voir les dosages simplement qui permettaient d'avoir ce 68-là. Et effectivement, tout ce que vous voyez ici, les 6 polymères peuvent permettre de les avoir à différents dosages et selon le pourcentage solide initial. Autrement dit, si on part à 25% solide, ça veut dire que ça sort directement de l'usine de traitement, ou bien sûr on part à 50% ou à 35% si on a déjà enlevé un peu d'eau avant ou pas. Donc c'est sûr que si on enlève un peu d'eau avant, le dosage est moindre. Donc on voit clairement que si on part de la pulpe, c'est ce qui est le plus intéressant. C'est la couleur la plus mauve ici. Là, on voit que le dosage ici, c'est 38%. Donc, on voit que peut-être le plus simple, ça va être d'utiliser le SAP1, qui lui, qui est le dosage le plus faible, 19%, et on obtient quand même notre 78. Puis pour la chimie de l'eau, on voit que notre inquiétude, en tout cas, ou le fait de penser que les polymères et les eaux minières sont différentes, là, on a la courbe en bleu ici, c'est l'eau distillée. La capacité du polymère à absorber, c'est presque 250 fois sa masse. Alors que si on passe à des eaux minières comme mine de Canadian Malartic, mine Westwood et puis mine La Ronde, on voit que ça a baissé de 80% la capacité d'absorption à cause des eaux minières. Donc, on voit clairement que ce n'est pas tout à fait la même chose. Puis, on a essayé même de pousser loin aussi pour voir est-ce qu'il y a un dosage qui nous permettrait même d'avoir des pourcentages solides supérieurs à 70% pour la mine Canadian Malartic. Et effectivement, on a pu le voir qu'on peut quand même atteindre des pourcentages solides de 77% avec des dosages qui sont, somme toute, raisonnables. Là, on voit des dosages mais c'est quand même jusqu'à 30% qu'on peut mettre de dosage. Ça peut être, quand je dis 30, mais ce n'est pas 30%, mais c'est 30 kg de polymère par tonne de pulpe qu'on peut doser pour obtenir cela. Donc voilà, ça c'est un peu ces résultats-là. Bon, l'objectif 3 qui portait sur la stabilité chimique, on a essayé et la séquestration, on a préparé des solutions dites synthétiques à partir des éléments métalliques individuels, cobalt, fer, cadmium, cuivre, nickel, aluminium, plomb, zinc, arsenic et soufre, puis qu'on a mélangé, qu'on a préparé séparément et puis on faisait donc les tests d'absorption pour voir un peu est-ce qu'il y a de l'absorption en plus de l'absorption. Donc, est-ce que les métaux s'adhèrent à la surface des polymères ou bien est-ce qu'ils rentrent à l'intérieur avec l'eau qui est absorbée? Donc, on a testé différentes concentrations de ppm de métaux, différents pH aussi pour voir un peu ce que ça donnera et les dosages qu'on a utilisés de polymères dans l'eau. Donc, ça, c'est pour la méthodologie. Pour la séquestration, on a testé ça dans des eaux minières, des 3 eaux minières, la Canadian Malartic, Westwood et La Ronde. Ils ont des pH différents, autour de 7 pour Malartic et La Ronde et autour de 8 pour Westwood. Donc, on a prélevé leurs eaux et puis on a préparé donc des colonnes pour essayer de mettre des polymères et après filtrer pour obtenir le résultat de l'enlèvement. En tout cas, on analyse au début et on analyse à la fin pour voir c'est quoi la différence. Et la différence, on considère que ça a été adsorbé ou absorbé. On a voulu aussi vérifier si, supposons qu'on les utilise en surface, il y aura l'eau de pluie que les polymères vont absorber, ça ne sera pas l'eau du robinet. Donc, on a vérifié l'effet de l'eau de pluie, on a vérifié aussi le froid, le gel des gels, qu'est-ce que ça ferait. Leur dégradation, on a pensé aux UV pour voir si ça pourrait accélérer un peu la dégradation et voir les capacités, on pourrait appeler ça leur durabilité, là. Et donc, en termes de résultats, on va montrer ici la stabilité chimique à long terme. Là, on a montré ici que, assez surprenamment, on a vu que l'eau de pluie, qui est donc en orange ici, là, donc l'eau de pluie, l'absorption était meilleure avec l'eau de pluie par rapport aux eaux minières qu'on avait là. Donc, on avait Malartic, La Ronde et puis, comment ça s'appelle, Westwood. Donc, on mettait en fait l'eau de pluie pour absorber dans ces eaux-là. C'est comme si on les mélangeait. Puis, on a vu qu'il y avait tout le temps une meilleure absorption avec l'eau de pluie. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Bon, pour les cycles de gel, on avait des cycles de 24 heures où on mettait le polymère à geler pendant 18 heures et puis 6 heures de dégel à l'extérieur de la chambre froide. Et puis, on a fait ça pour différents temps. Puis, on a fait jusqu'à 7 cycles de cette façon-là. Puis, on a vu que ça n'a pas vraiment joué sur la capacité d'absorption. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Ça veut dire que ces polymères-là, si on les utilise en zone froide, le froid ne va pas affecter la capacité d'absorption. C'est des polymères qui sont plus côté physico-chimique qu'autre chose. Bon, on a aussi essayé de les mettre dans de l'eau et puis on essaie de voir un peu s'ils sont en train de
d'absorber avec le froid. Et on a vu qu'effectivement, il reste trop longtemps, ils absorbent un peu moins bien. Puis les UV aussi les ont détruites un peu. Et puis on se retrouve avec une situation où le polymère se disparaissait complètement après un certain temps de chauffage. Ensuite de ça, on a les UV. Ben, ça, c'est les UV là, qui ont transformé les polymères. On le voit là, ils sont devenus tout liquides, mais c'est un peu normal. Parce qu'on a quasiment mis les polymères juste en dessous des rayons UV directement. Dans la vraie vie, ça ne serait pas vraiment ça, là. Mais au moins, on sait que les UV ont une capacité à les détruire complètement. Pour ce qui est de l'objectif 4, la méthodologie, on avait pour la rhéologie et les comportements mécaniques, on a testé, on va présenter dans cette partie-là seulement la portion où on a testé l'ajout direct. On avait montré au début pour le dosage qu'on avait fait l'ajout indirect en utilisant des sacs en géotextile, mais dans ce cas-là, on a testé donc l'ajout direct. Il y a une complexité de l'ajout direct, c'est que comme on met le polymère, on mélange et qu'il absorbe l'eau à l'intérieur de la matrice, on avait de la difficulté à savoir c'est quoi la quantité d'eau qui a été absorbée vraiment et c'est quoi la quantité d'eau qui est disponible dans la matrice. Mais quand même, on a trouvé une façon indirecte de le vérifier en mesurant le slump, ce qu'on appelle l'affaissement. L'affaissement ici, l'affaissement, c'est qu'on remplit un cône, on soulève le cône et après, on laisse le matériau s'affaisser sur son propre poids. Et en comparant avec la référence, on peut savoir c'est quoi l'impact de l'eau, en tout cas disponible, qui permet l'affaissement, de savoir indirectement c'est quoi l'efficacité de ce qu'on a fait. On a aussi fait des mesures rhéologiques avec un appareil de rhéologie pour avoir les propriétés rhéologiques. Et pour l'hydratation, on a utilisé les FTIR pour le Fourier Transform Infrared. Donc, c'est une spectroscopie à infrarouge qui permet de savoir la composition chimique en surface de nos matériaux. Et puis aussi, on a utilisé l'analyse thermogravimétrique ATD-ATG pour aller déterminer les phases cimentaires qui ont été formées ou ne pas formées pour savoir si ça fonctionne ou pas. Donc, si on regarde rapidement en termes de résultats pour la capacité direct versus direct, je compare en fait les deux pour pouvoir montrer l'efficacité de l'un ou par rapport à l'autre, tout en gardant la cible de Canadian Malartic, mais on a même rehaussé la cible à 70%. Bon, c'est sûr que là, je vous montre un résultat particulier, mais j'ai tous les résultats de 25, 35, 50. Là, je vous montre 50. C'est comme si on partait d'une pulpe qui est à 50, ça veut dire une pulpe qui sort d'un épaississeur conventionnel. Donc, on était capable quand même pour quasiment tous les dosages qu'on a testés de 12 à 17 kilos par mètre cube de pulpe en ce moment-là, d'atteindre cette cible de Canadian Malartic en ajoutant directement dans la pulpe. Puis quand on ne rajoute pas directement et puis on utilise le sac, on a aussi fait une étude comparative avec les résidus de tous les deux partenaires principaux, la Ronde et Canadian Malartic, mais on a rajouté aussi Goldex et Westwood en guise de comparaison. On peut voir effectivement que la cible de 70 peut être atteinte avec différents dosages. Selon la Canadian Malartic, par exemple, qui était notre partenaire, 7,75 kg par mètre cube de pulpe permettrait d'obtenir donc le fameux 70%. Mais on pourrait aller plus loin jusqu'à presque 80%, comme on a vu. Notamment, les résidus de Goldex permettaient facilement de les atteindre à un certain dosage, de l'ordre de 18 kg par mètre cube de pulpe. Donc voilà. Et on voit clairement que selon la chimie de l'eau de la mine, la performance de l'absorption n'est pas la même, dépendamment effectivement des résidus. Pour ce qui est de la rhéologie, on s'est rendu compte que ce qui est drôle ici, c'est qu'on vous montre ici vous regardez en ligne. Donc, on fait deux dosages, un à 30 kg, l'autre à 34. On mesure le slump, donc on soulève le cône, on laisse le matériau s'affaisser. On voit que le dosage à 34, quand on a soulevé, il restait quasiment debout. Ça veut dire qu'il est assez rigide, assez très, très visqueux. Mais on laisse le temps passer, donc le temps passé après 30 minutes jusqu'à 4 heures. Et le polymère est en train de se détruire dedans, et puis ça devient de la soupe après 4 heures. Donc, ça donne un peu une idée de ça. Puis, celui de 34, ça a baissé beaucoup moins, mais c'est quand même devenu un peu liquide. Puis, ici, c'est les propriétés rhéologiques. On voit que, sans aller dans les détails, la courbe qui est ici, en haut, ça montre en fait des courbes de remblais ordinaires normaux. Quand je dis normal, c'est qu'il n'y a pas de polymère dedans, avec 4,5% de ciment. Et puis, on essaie d'utiliser, on laisse le temps s'écouler 30 minutes, 120 minutes. On regarde un peu leur comportement avec le rhéomètre. Mais quand on rajoute les polymères, on voit que le comportement a une tendance inverse. Ça, c'est du jamais vu.
même dans la science de la rhéologie, on n'a jamais vu des courbes comme ça qui descendent vers le bas, comme ça, avec le taux de cisaillement. Autrement dit, c'est comme si la présence donc, des polymères, imaginez là que vous avez un malaxeur ou un malaxeur, ou pas un malaxeur, mais comment on dit ça, quelque chose là qui transforme les fruits, là, j'oublie le terme, là, mais en tout cas, voilà, un malaxeur, et que vous augmentez la vitesse, et malgré, quelle que soit la vitesse que vous augmentez, ça ne change rien. C'est comme si vous malaxez de l'eau. Donc, alors que là, on voit que quand on augmente la vitesse, ça change quelque chose. Donc, bref, c'est ce qu'on a observé avec ces polymères-là. Pour les produits d'hydratation, bon, c'est un peu de la chimie, là, mais il y a un produit qui doit être retrouvé dans les remblais, dans les produits d'hydratation qu'on appelle la portlandite, qui vient en fait du nom du ciment, qui est le ciment normal, on l'appelle ciment Portland. Donc, ce minéral-là, qui est du CaOH2, là, la portlandite, elle doit se former pour qu'il y ait de la résistance plus tard. Et puis, mais là, on a observé que quand on mettait nos polymères, ben, en pointillé, c'est le normal, la référence. Et les autres qu'on voit clairement avec les couleurs, c'est avec les polymères. On ne sent pas vraiment qu'il y a de la portlandite qui s'est formée. Mais par contre, ce qui s'est formé, qui est inhabituel, il s'est formé des carbonates de calcium. On ne s'attendait pas à ça, et puis on n'observe pas ça d'habitude avec les renflets normaux. Puis peu importe la quantité de ciment qu'on observait. Et puis on a regardé ça ailleurs, et puis avec le FTIR aussi, et puis on a vu que c'était la même chose. Ce qu'on cherche aussi, c'est un produit qu'on appelle le silicate de calcium hydraté, calcium silicate hydrate de CSH, qui en réalité ramasse la portlandite, qui est donc des minéraux hexagonaux bien structurés, qui ont des formes très géométriques, mais qui ne donnent pas la bonne résistance. Donc, ces minéraux-là vont être transformés en CSH, qui sont des gels. C'est comme du gel et que ça va partout et ça donne la bonne résistance au béton, au mortier et tout ça. Mais donc, si on ne les a pas, ben, on a un problème. Ça veut dire qu'on ne pourra pas avoir de la résistance. Donc, en haut, ici, là, on a la bosse. Ça veut dire que ça, c'est des remblais normal. Donc, on les a. C'est normal. Mais pour ceux-là avec le polymère, ben, ils ne sont pas là, ils ont disparu. Comme ils ont disparu, ça veut dire qu'on va avoir des soucis en les utilisant. Et on peut le voir ici, qu'effectivement, en rouge, là, c'est par rapport à la normale. Donc, tout est baissé en termes de pH. Donc, le pH a tendance à descendre pour être autour de 6, donc qui est quand même limite pour le ciment. Et donc, alors que le ciment a la tendance de monter le pH à 12, et ce 12-là, on appelle ça un tampon alcalin, ça veut dire que ça le rend basique, donc ça permet, donc ça marche. Et puis, voilà, donc ça c'est pour le ciment. Le dernier, donc c'est pour l'enlèvement des métaux, je ne veux pas vraiment, et la création de couches de faire perméabilité, je vois que le temps file. Donc l'enlèvement des métaux, on a essayé de doser un peu certains métaux, 4 métaux ici, le cobalt, le cuivre, l'arsenic et le nickel, et la couche de fer perméabilité. Tout ce qu'on a fait, c'est de rajouter 0,5% seulement en masse de polymère dans une couche de sable, soit le sable tout seul, soit le sable séparé avec la couche, avec le polymère séparé avec 2 couches de sable en haut et en bas, pour tester, voir si ça limitait un peu. Puis pour l'enlèvement des métaux, ben, on a été assez surpris de voir que l'arsenic qu'on avait dosé au départ, ben, il a été capable de les retenir jusqu'à 90% en moyenne, donc de l'arsenic, jusqu'à 61% du cobalt, jusqu'à 55% du nickel, et jusqu'à, du cuivre plutôt, et jusqu'à 59% du nickel. Donc, on a même développé une petite relation empirique qui permet en fait de déterminer en fait cette capacité-là. Bon, ce qu'on a observé qui était un peu, pas bizarre, mais qui était un peu étonnant, c'est que pour chaque métal, la capacité qui a été la meilleure, ce n'était pas avec les mêmes polymères. Donc, c'était des polymères différents. Chaque métal était un polymère différent. Mais ce n'est pas grave, c'est que ça montre quand même que ça peut le faire. Puis, on a testé l'infiltration de l'eau à travers la couche. On a vu qu'après 30 jours, 3 mois, il y avait toujours de l'eau au-dessus. On voit ici cette eau-là, la flaque d'eau. Et puis, ça, c'est la couche de sable qui contient donc le polymère. Et on voit ici les degrés de saturation à différents endroits de la couche qui sont à 100%. Donc, il n'y a pas eu vraiment de désaturation. Et puis, l'eau n'a pas pénétré. C'était vraiment étanche. Et donc, si on synthétise ces résultats-là, on a vu que les polymères ont montré la capacité à retenir les métaux et les métalloïdes. Là, on a ajouté une très faible quantité de polymère, 0,5 à 5%, et ça a permis de baisser la perméabilité d'un sable qui est de 10 à moins 5, de 2 à 3 ordres de grandeur, ce qui est énorme. Puis, donc, ça peut servir donc, de couverture presque imperméable ou étanche. Donc, le gel formé bloque l'infiltration et puis ça fait une barrière aussi à l'oxygène. Rappelez-vous de l'équation, on a coupé donc l'oxygène, on a coupé l'eau en même temps avec un seul élément. Le flux d'oxygène qu'on a observé était
plus petit qu'une une mole par mètre carré par an, qui est donc en fait, c'est la valeur cible qu'on regarde pour dire que c'est efficace ou pas. Synthèse donc de l'avancement des connaissances par rapport à ces projets. Il y a quelques aspects fondamentaux qu'on a apportés comme compréhension en termes de mécanismes d'absorption, en termes de capacité ionique, la force ionique, le pouvoir alcalinisant aussi des polymères, qui ouvre la voie à d'autres applications, leur rôle de réofluidifiant, qui ouvre aussi la voie à des utilisations autres que l'absorption, les isothermes d'adsorption qu'on peut pousser plus loin pour comprendre, l'action néfaste des sulfates aussi et des cations bivalents et trivalents. En termes d'aspects appliqués, on peut l'utiliser pour la déhumidification des résidus en pulpe. Il y a l'enlèvement des métaux qu'on vient de voir, la réutilisation des PSA. Donc, ils peuvent être réutilisés plusieurs fois, jusqu'à 7 fois. Si on ne les jette pas, on peut les réutiliser 7 fois. L'utilisation dans les transports aussi en pipeline. On peut utiliser ces polymères dans des pipelines pour éviter que ça bouge plus tard. Donc, on ne va pas se casser la tête de réfléchir. Tant qu'on les a, on sait qu'il n'y aura pas de problème. Et on sait qu'ils n'aiment pas le ciment. Donc, le ciment va les transformer en gel et ce gel va être un fluidifiant. La couche de fer perméatif fonctionne, quasi étanche. Pour les aspects méthodologiques, on a apporté des compréhensions sur les méthodes d'ajout, direct, indirect. On a testé l'absorption, on a caractérisé aussi le mouvement des fluides, donc on a vu. En termes de développement et de collaboration, on a un partenaire réciproque PHP de Romontville. On a aussi pu collaborer avec le Centre national en électrochimie et en technologie environnementale du Cégep de Shawinigan et le département de génie civil à l'Université de Sherbrooke. En termes de production de thèse mémoire, il y a une thèse de doctorat qui a été soutenue pour ça, 4 maîtrises, 3 rapports techniques et 5 articles de conférences avec tous les étudiants qui ont été intervenus. En bleu, c'est le nom des étudiants qui sont premiers auteurs, donc Kabamba, Poudama, Adi, Mahboub et Sahi. Donc ça, c'est pour les conférences. On a publié 2 articles de revue, Mahboub et Sahi. On a soumis 2 articles de revue qui sont en cours d'évaluation, Mahboub pour sa thèse. En termes de pertinence et de retombées pour la société, donc l'application des résultats, on ne pourra pas les appliquer tout de suite à grandeur nature, puisqu'il faudrait passer par une échelle pilote, échelle intermédiaire pour la gestion. Donc, il va falloir faire d'autres essais de faisabilité pour être sûr qu'on peut les appliquer, et puis tester d'autres types de polymères. Pour le développement de solutions environnementales, on a bien vu, on peut utiliser ces polymères-là pour enlever, par exemple, certains métaux. On peut même étendre cette façon de faire avec les gaz. En prenant le gaz, on le dissout dans l'eau et on utilise l'eau et on enlève le métal. Donc ça peut être des solutions. La réduction de pollution, c'est ça que je viens de dire. La formation de la relève, ça s'est fait avec les 12 personnes qu'on a formées. Et en conclusion et perspective, donc le programme est très intéressant. On est très content d'avoir eu ce financement, d'avoir eu aussi nos partenaires, Nico et puis Canadian Malartic. Puis, il vise à évaluer ce qu'on vient de dire et puis on trouve que ce qu'on a obtenu est intéressant et c'est prometteur pour la suite. Et ça va ouvrir la voie pour d'autres études complémentaires, comme je dis, par exemple la carbonatation en utilisant les polymères qui vont alcaliniser le milieu pendant qu'on le fait. Les résultats sont intéressants et applicables plus tard. Donc, je vous remercie pour votre attention et puis je pense que période de questions. Oui, merci beaucoup, professeur Bellem. Très intéressant. Donc, nous allons effectivement passer maintenant à la période de questions. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser l'outil questions-réponses situé au bas de votre écran pour nous poser vos questions. Donc, nous avons une première question qui a été posée là, environ à la diapo 39 lorsqu'on parlait de remblais cimentés. Okay. Donc, est-ce que leur utilisation présente des impacts négatifs? Ah, pour le remblai, 39. Oui, c'était environ, oui. OK. En fait, au départ, nous, on s'attendait, notre objectif, c'était vraiment de ne pas avoir à filtrer la pulpe avant de préparer le remblai, parce qu'on voyait qu'il y avait des étapes qui se faisaient actuellement qu'on voulait couper, on voulait les bypasser. Donc, pour cet objectif-là, il n'a pas été atteint, puisque quand on met le polymère, il se détruit à cause de la présence des métaux qui sont là-dedans. Puis aussi, le ciment libère des cations divalents. Lorsqu'on dissout le ciment dans l'eau, il libère du Ca2+. Donc, ces cations divalents-là attaquent le polymère. Maintenant, on dit à quelque chose malheur bon, c'est que ce qu'on a fait, on a récupéré ce qui n'a pas fonctionné, puis on a regardé ce qui a fonctionné. Donc, ça n'a pas fonctionné pour l'aspect mécanique. On l'a vu aussi pour les CSH qui ne se formaient pas, la portlandite qui ne se formait pas, puis c'est des carbonates de calcium qui se formaient, mais c'est des carbonates de calcium qui ne se cristallisaient pas, qui étaient amorphes. Donc, c'est comme tout liquide, tout mou, donc il ne donnait pas de la résistance. Par contre, ce qui était intéressant, pour la rhéologie, ça c'est intéressant.
Parce que ça veut dire qu'on n'est pas obligé de trop s'en soucier. Si on met des polymères, depuis la surface, il va partir, par exemple, avec l'image de gauche, ici, là. Donc, il est un peu, on va dire, visqueux. Mais lorsqu'il va se mettre en mouvement dans la tuyauterie, ben, il va pouvoir s'écouler tranquillement. Et ça pourrait même, on pourrait même jouer là-dessus pour ne pas acheter une pompe qui coûte $1 million. Donc, on pourra distribuer ce remblai-là juste avec la gravité en rajoutant. Mais là, il faudrait vérifier la maintenance de la pompe, le coût d'achat, le coût d'opération de la pompe versus le coût d'achat du polymère qui n'a pas besoin de maintenance et qui n'est pas néfaste pour l'environnement et puis il va juste se détruire. Donc, bref, ce n'est pas néfaste pour le remblai, mais ce n'était pas vraiment bon pour la résistance, mais quand même, on a réussi à trouver quelque chose d'intéressant par rapport à... Pour la diapo 39, en tout cas. Oui, parfait. Super, merci. Donc, prochaine question. Je voudrais savoir quelle est la durée moyenne de vie des polymères sous l'effet des UV dans les conditions de l'Abitibi. OK. Bon, comme j'ai dit dans la présentation, l'étude qu'on a faite, on était un peu en bout de souffle vers la fin du projet pour tester ces aspects de la stabilité. On savait qu'on devait utiliser des UV, mais on n'a pas réellement pris le temps pour développer un protocole qu'on pourrait calibrer avec le temps réel. Okay. C'est-à-dire quand on fait des essais accélérés au lab, il faudra avoir un facteur d'échelle qui nous dit, ben, si j'ai accéléré ma dégradation en 3 jours de temps de cycle, dans la vraie vie, ça correspond à 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais ça, on ne l'a pas fait. Donc, comme on ne l'a pas fait, c'est une attaque brutale. On a mis les polymères gonflés en dessous des UV et puis on les a chauffés. Donc, c'est comme si on prenait les polymères, on mettait dans un four. Donc, c'est sûr et certain que ce qu'il en ressort, c'est rien. Puis, on ne pourra pas relier ça avec des climats. Par contre, si c'est par rapport à la température, on a vu que la température avait 0 effet. Donc, ça fonctionne très bien par rapport au climat de l'Abitibi. Mais pour les UV, je m'attends à ce que la dégradation se fasse très lentement. Puis, c'est comme les plastiques normaux qu'on voit. Parce que le polymère, c'est comme un polymère. Donc, si je le pose dehors, ben, ça va prendre des années avant que les UV le détruisent. Là. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas les utiliser aussi en les déposant non plus dehors comme ça. Donc, si on a mis des UV, les polymères secs sous les UV, il ne s'est rien passé. Parce que les UV, ce qu'ils attaquent en fait dans le polymère, c'est avec la présence de l'eau qui chauffe l'eau pour que l'eau sorte. Ben, en sortant, ben, ça fait une réaction un peu. Mais s'il est tout sec, c'est juste comme un chauffage. Donc, je ne peux pas vraiment répondre avec plus de précision que ça. Parfait. Merci. Prochaine question. Est-ce que seulement le GU a été testé avec les PSA et le remblai en pâte? Comme les minières utilisent beaucoup de scories. Oui, les scories, oui. Les scories, parfait. Est-ce que des mélanges ont été testés, par exemple, 80 slag et seulement 20 GU? Oui, les mélanges ont été testés avec 80 slag et 20 GU. Comme il dit, c'est nous-mêmes, ma personne qui, dans les publications, qui a décidé de mettre dans les publications que ce type de lien est un lien de référence. Donc, on ne pouvait pas se permettre de ne pas l'utiliser. Et donc, ce type de lien-là, on n'a pas mis tous les résultats ici. Hein. Comprenez que tout ce que j'ai présenté en 40 minutes, c'est des mémoires de maîtrise et c'est des thèses de doctorat, c'est des articles publiés, des articles de conférences. Donc, j'ai choisi quelques éléments que je peux présenter. Mais oui, bien sûr, on a testé. En fait, le fait qu'il y ait de toute façon, même la slag, quand on l'utilise, on compte sur le GU. Parce que la slag ne s'hydrate pas tout seul, elle a besoin du GU. Les 20% vont activer la slag. Donc, si déjà le 20% est attaqué par le polymère, ben, déjà à 100%, il attaque, mais à 20%, c'est comme genre un clin d'œil. Donc, il ne se passe rien, donc ça ne marche pas. Donc, c'est pire encore avec la slag. OK, parfait. Merci. Donc, prochaine question. Le polymère est un sous-produit de quelle industrie? Bon, c'est une bonne question. C'est vrai, je n'ai même pas eu le temps d'évoquer cet aspect. On a travaillé avec le Recycle PHP de Drummondville, qui est une compagnie qui recycle en fait des polymères. Donc, nous, notre vision philosophique à la base, c'était vraiment recyclage, environnement, recyclage. Donc, c'est pour ça qu'on a fait affaire avec eux au lieu d'aller sur le marché pour en acheter. On en a quand même acheté un peu. En France, on a fait venir 5 ou 6 sortes différentes que celui de Drummondville pour ajouter. C'est pour ça qu'on avait une longue liste. Mais à la base, c'était pour recycler ces polymères-là. Mais il ne faut pas croire que ces polymères, quand on dit recycler, que c'était des sous-produits. C'est vraiment des premiers produits, on va dire, qui ont été utilisés dans des couches des bébés. Mais comme ces couches-là représentaient des défectuosités par rapport à leur système de contrôle qualité, les lasers qui passent et puis voient des défauts, ils les rejettent
Et puis, cette entreprise-là les récupère, les ouvre et récupère le polymère. Il fait un triage et les classe par taille de grains, les fins, les grossiers, nanana, et il les réutilise dans l'industrie de tous les jours. OK, Donc, nous, parfait. c'est avec ça qu'on a utilisé. Ce n'est pas des sous-produits. Ça a OK. été fabriqué. D'ailleurs, justement, la suite de ce projet serait de travailler avec un fabricant pour lui donner une prescription. Lui dire, nous, on veut quelque chose qui résiste aux UV, quelque chose qui résiste aux sulfates, qui résiste aux cations divalents, qui peut absorber de l'eau minière avec des sulfates, tout ça, et puis qui résiste. Donc, il peut fabriquer à la demande. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend quelque chose, un produit luxueux pour mettre dans la boue. Parce que les couches culottes, là, c'est pour les bébés, hein, imaginez-vous. Donc, la sécurité, c'est high level. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils rejettent ces couches-là. Le polymère, il est intact, mais ils ont quand même rejeté la couche. Donc, c'est pour dire qu'on a besoin d'un produit de moins bonne qualité, vraiment bas de gamme, pour continuer ce type d'études. Parfait. Ensuite, est-ce que pour l'enlèvement des métaux, il y a eu un suivi de la variation de pH? Peut-être qu'il y a moyen d'améliorer le pourcentage d'enlèvement en testant plusieurs pH? Oui, dans l'étude, on a testé des pH différents. Attendez, je vais vous montrer ça dans la méthode. 3 secondes. Si vous voyez ici en bas, on voit ici pH 5, 6, 7, 8. On a testé 4 pH. On n'a pas voulu aller plus loin que ça parce que ce n'est pas réaliste, en sachant qu'on voit ici les pH naturels qui viennent du parc à résidus, qui viennent de pulpes échantillonnées à la mine. Donc, on avait 7,8, 8 et puis 7,4. Donc, on a pris 8 comme max, mais on est descendu jusqu'à un pH acide. Mais peut-être qu'on a été trop conservateur, on aurait peut-être pu effectivement jouer sur d'autres pH. Mais aussi, on a vu qu'il y avait quand même une courbe en cloche. Il y avait une fenêtre dans laquelle l'absorption fonctionne. Mais ça, c'est l'absorption. Peut-être pour l'absorption, effectivement, on pourrait être un peu plus agressif et tester différents pH, plus que ça. La suite du projet, on La suite du projet, possibilité, oui. Parfait. Prochaine question. Comment le PSA influence la capacité de rétention d'eau du RPC et leur capacité d'absorption par rapport au RPC régulier? Bon, comme on a vu, c'est le graphique ici là, qui montre un peu, c'est peut-être un peu avant, non, c'est après, on va y arriver. Donc, c'est un peu ce qu'on a montré par rapport à l'image ici. Comment ça affecte? Quand on met le ciment, quand on met le polymère, le ciment étant déjà présent, en fait, peut-être ce qu'on a pensé, il aurait peut-être fallu qu'on fasse les choses différemment, mais on ne sait pas si le résultat allait être différent. C'est-à-dire qu'on aurait pu mettre le polymère en premier, ils vont jouer leur rôle d'absorption, puisqu'il n'y a pas les calcium pour les déranger. Mais on avait peur qu'ils absorbent toute l'eau, que si on met le ciment, il n'y aura pas assez d'eau pour faire dissoudre le ciment. Donc, mais ça, c'était prévu qu'on le fasse, mais avec la durée d'une thèse, bon, on n'a pas réussi à tout vérifier là. Mais donc, la capacité d'absorption par rapport à la présence et tout ça, c'est vraiment, comment on dit, c'est dicté par rapport à la présence des cations divalents qui sont dans le milieu. C'est pour ça qu'on dit que peut-être si on veut avoir un polymère qui fonctionne parfaitement dans le Ramley, c'est possible en fait. On n'a pas trop testé, c'est vraiment les polymères de Drummondville qu'on a testé. Si on avait changé peut-être d'autres polymères, on aurait pu trouver celui qui fonctionnerait. Puis on sait aussi que si on bascule de polymères anioniques vers des polymères cationiques, ça veut dire plus, ils vont repousser. Là, ils sont moins, les polymères sont négatifs et les cations positifs, donc ils s'attirent. Mais si on prend un polymère dont la surface est chargée positivement, ils vont repousser les métaux. Mais là, à ce moment-là, il va falloir vérifier c'est quoi la capacité d'absorption de l'eau, mais ça peut se faire de cette façon également. OK. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à ça? Non, il y a la cationique, ouais. Et puis, est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre que je pouvais ajouter par rapport à l'absorption? Non, pas vraiment. Ça va vous revenir. Oui, c'est sûrement, oui. Donc, est-ce qu'il faut s'attendre à une réduction de la recirculation d'eau à partir du parc à résidus vers l'usine? Donc, que l'apport d'eau neuve dans le procédé devra être augmenté? Ah, ça, c'est une bonne question. Oui. Mais, en fait, cette question est reliée justement à la manière, au mode opératoire. Comment j'utilise mes polymères pour enlever l'eau? Est-ce que je les gère, c'est-à-dire je les contrôle, donc je les mets dans une poche, et puis là, je peux poser et puis retirer, et je fais ce que je veux après, ou bien je les mets et puis je m'en débarrasse. Si je fais ça, il est clair et net que je vais jouer sur la demande en eau.
Donc, je vais faire un stress sur la demande hydrique et je vais avoir plus d'eau à utiliser. Mais si je décide que je peux retraiter, d'ailleurs, il y a un avantage à gérer les polymères, c'est le fait de pouvoir les réutiliser 7 fois. Mais comment on peut les réutiliser 7 fois? C'est parce qu'on peut les faire réagir à l'envers pour faire une désorption. Ils absorbent, on les fait libérer l'eau. Maintenant, ce qui arrive, c'est que le partenaire nous disait, ben, on est en Abitibi, on a beaucoup de pluie, on a de la neige, on a plein d'eau. On essaie de regarder une situation où on n'a pas besoin de gérer cette eau de ces polymères. Mais je pense quand même que les polymères, ils ne seraient utiles et utilisables dans l'industrie que si on récupère l'eau. Donc, il faudrait récupérer cette eau-là. Ça nous permet de réutiliser les polymères, donc on les achète peut-être cher une fois, mais on va attendre 7 fois avant d'en acheter d'autres. Puis ensuite de ça, on peut réutiliser l'eau. Puis si l'absorption, si l'enlèvement de métaux se fait par adsorption et non par absorption, ben, ça veut dire que les métaux vont rester collés à la surface, même si on enlève l'eau, ils vont rester quand même dans la partie, dans notre sac. Si on a peur qu'il y ait trop de métaux, ben, on peut aller disposer le sac comme on dispose tous les matériaux dangereux. Exact. Voilà. Parfait. Prochaine question. En référence aux études de la stabilité à long terme, avez-vous testé l'effet de la température de congélation, à savoir des températures inférieures à celles observées normalement dans une chambre froide, soit moins 4 degrés Celsius? OK. Ben, non. Déjà, pour savoir ça, il faudrait... La personne dit plus que des chambres froides, mais on n'a que des chambres froides. Donc, on ne peut pas faire ça. Okay. Donc, ce qu'on peut faire, c'est vraiment par rapport à la chambre froide. Et ça, on a testé effectivement. C'est la courbe ici, là. Pas... En fait, quand on met tant de congélation, c'est vraiment on met les polymères dans l'eau et on les met jusqu'à ce qu'ils gèlent. Mais une fois qu'ils sont gelés, ils sont figés. Que tu baisses la température à moins 100 ou à moins 200, c'est de la glace. Donc, c'est une phase physique, donc il n'y a pas vraiment beaucoup de choses qui changeraient, à mon avis. Par contre, on a vu qu'effectivement, lorsqu'on mettait, ça c'est par exemple la masse au départ, on avait 50 grammes. Puis lorsqu'on on laissait des temps de congélation, ben, on voyait que les masses absorbées étaient un peu de moins en moins. Donc le froid avait quand même cette capacité. Si on les mettait dans l'eau froide jusqu'à geler, ça avait quand même un impact négatif sur l'absorption. Par contre, si on faisait des cycles de gel, gel jusqu'à 10 cycles, non, 7 cycles, là, ça n'avait pas d'impact vraiment. En fait, ça baissait, mais vraiment infime. Minime, OK. Ensuite, est-ce que l'utilisation de ces PSA à grande échelle serait financièrement rentable comparée aux méthodes conventionnelles? Vous l'attendiez, celle-là? Oui, c'est sûr que ça, c'est une question incontournable. Bon, c'est sûr et certain que dans un premier temps, il faut nous situer déjà dans un contexte universitaire. D'abord, on cherche à acquérir des connaissances et des compréhensions. Donc, notre but premier, ce n'est pas de savoir tout de suite si la chose sera applicable ou pas. On veut acquérir des connaissances. Puis, grâce à ces connaissances-là, on sait que ça peut se faire, mais pas à l'instant T où on parle, par rapport au prix auquel ils sont vendus. Vous savez, une tonne de ciment, là, grosso modo, c'est 195 $ la tonne de ciment. La slag, dont la question, quelqu'un a posé une question sur la slag, qui n'est même pas un produit fabriqué, c'est 210 $ la tonne. Bon, maintenant, donnez-moi un prix au hasard sur ces polymères-là, une tonne de polymères. Est-ce que vous avez une idée de prix? Non. 5 $. 5 $, merci beaucoup, c'est 5 000 $. Donc, wow, OK. 5 000 $ la tonne. Donc, pour l'instant, c'est quand même assez cher, mais c'est comme je dis, c'est un produit de luxe pour les couches bébés, c'est pour les fesses des bébés. Donc, moi, ce que j'ai à faire, si je veux l'appliquer, ben, tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller parler aux fabricants et dire, regarde là, j'ai un gros marché pour toi. Bon, les bébés, c'est correct, tu continues parce que c'est un gros marché également, mais pour les mines, tu me rabaisses tout ça et puis tu me le vends au prix d'une poche de ciment. Tu me le vends à 195 $ la tonne. Et tu me trouves la formulation qui va permettre de respecter tout ce que je veux, comme la destruction. Ça se pourrait même que ce type de polymère, c'est plus facile pour le fabricant parce qu'il n'y a pas de rigueur sanitaire liée à la peau et tout ça. Là. Donc, ça va être un jeu d'enfant pour eux. Mais on n'est pas rendu à ce stade-là. Donc, j'ai commencé à contacter des compagnies de fabrication en Chine, bon, malheureusement, mais que je n'ai pas poursuivi parce que le projet avait plus de financement, mais j'ai déjà les contacts pour commencer à regarder. J'ai dit ce que je voulais comme polymère, et elle m'a tout de suite c'est une dame, elle m'a dit, ben, je peux vous faire ces polymères-là. OK, donc, parfait. Il y a de l'avenir. Il y a de l'avenir, oui.
Écoutez, c'est ce qui termine ce webinaire. Merci beaucoup, professeur Bellem. On avait aussi plusieurs autres questions, donc on voit que le sujet suscite C'est intéressant. beaucoup d'intérêt. OK. Donc, pour toute question supplémentaire, justement, vous pouvez les faire parvenir par courriel à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Un suivi sera effectué dans les meilleurs délais. L'enregistrement sera également envoyé à l'ensemble des personnes inscrites à ce webinaire et disponible sur le site Web de l'UQAT. Une attestation de présence sera également envoyée sur demande. Donc, je vous invite à vous rendre sur le site dès maintenant pour consulter la programmation complète des webinaires. Le prochain webinaire se déroule le 9 mars prochain, de 11h30 à 12h30, avec la professeure Carmen Niculita. Le webinaire portera sur la chaire de recherche du Canada en traitement des eaux minières, développement et perspectives. Alors, je vous remercie de votre participation et je vous dis à la prochaine. À la prochaine. Au revoir. L'Institut de recherche en mines et en environnement, renommé sur la scène internationale, présente le premier MOOC sur les mines et les changements climatiques. C'est une nouvelle formation en ligne, gratuite et à la portée du grand public. Inscrivez-vous dès maintenant.